Belle bonjour, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention et en 2025, j'ai vu 14 livres, j'ai fait mon petit classement, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais en tout cas je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quel sera mon top 3. Chaque œuvre est un tambour, ici on fait vibrer les voix que l'on tait. Donc je fais le classement du pire jusqu'au meilleur. Et donc je commence tout de suite avec la 14e position, qui est Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, qui est un film d'animation de Derek Drymon. Dans ce film d'animation, on suit bien évidemment Bob et ses amis de Bikini Bottom, qui affrontent un légendaire pirate. J'ai eu envie d'aller voir ce film avec mon fils, c'était à Noël, un peu par nostalgie et un peu par dépit, parce que voilà, les autres films ne nous tentaient pas. Et effectivement, dans ce film, on retrouve l'inébranlable optimisme de Bob, qui est vraiment sa marque de fabrique. Mais franchement, au bout des 10 minutes, moi, je me suis clairement ennuyée. Et mon fils s'est carrément endormi. C'était long, c'était sans surprise. Voilà, vraiment, je ne recommande pas personnellement. Les films d'animation, c'est pas mon genre préféré, mais il y a quand même quelques films d'animation que j'ai beaucoup aimés, donc je continue quand même à aller dans ce genre-là. Est-ce que toi aussi tu regardes des films d'animation? Voilà, je suis curieuse de savoir. Ou si tu trouves que c'est pour les enfants uniquement, bien qu'il y ait des films d'animation pour adultes. Bon là, c'était pas trop le cas, Bob l'éponge, c'est plus pour les enfants. Voilà, en tout cas pour la 14e position. On passe tout de suite à la 13e position avec Superman de James Gunn. C'est un reboot du légendaire héros invincible. Donc Superman doit faire face à la colère de l'opinion publique et doit tenter de jouer un conflit mondial. On tente dans ce film-là de mettre en avant l'humanité de Superman, de cet extraterrestre en fait. Et on nous vend que c'est un film qui est une nouvelle approche du héros, etc. Mais honnêtement, je n'ai vu qu'un énième film sur Superman. On a toujours les mêmes personnages, il y a toujours Lois Lane, il y a toujours Lex Luthor qui est le méchant, machin. Et je n'ai pas été touchée par cette version du film. Je trouve que ça a manqué d'originalité. Est-ce que vraiment un film de super-héros peut être original? Vous avez 2 heures. Est-ce qu'on peut être surpris en tout cas par ce genre de film? Je ne sais pas, mais en tout cas là, j'ai pas été du tout surpris, j'ai pas adhéré. Je l'ai vu aussi celui-ci avec mon fils qui a bien aimé, mais sans plus. Voilà. Donc dis-moi toi ce que tu en as pensé, si tu l'as vu. On passe à la 12e position, qui est La mer au loin. C'est un drame slash romance de Saïd Amish. Et j'ai été voir ce film en fait parce que je pensais vraiment que ça parlait d'immigration. Et dans ce film, on va suivre Nour, qui est un jeune Marocain qui est arrivé clandestinement à Marseille et qui tente de survivre en faisant, en volant en fait, tout simplement, en faisant des petits vols par-ci par-là, avec sa bande. Et sa vie va changer en fait quand il va se faire arrêter par un policier et que ce policier va tenter de l'aider en fait. Et donc les thématiques qui sont dans ce livre sont dans ce livre. Lapsus révélateur, je vais le faire souvent, ne m'en veux pas. Les thématiques qui sont dans ce film sont très touchantes. On a le racisme, l'homosexualité, l'exil, la séropositivité, l'amitié. Et j'ai trouvé que les thématiques étaient trop nombreuses pour être traitées en profondeur. Résultat, ça fait un film un peu caricatural. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive d'avoir un film voilà, qui a voulu trop en mettre et du coup ça tombe un peu à plat en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation-là, mais c'est vraiment ce que j'ai eu avec ce film-ci. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire.
Le film suivant n'est pas du tout mon style non plus, mais j'étais agréablement surprise. Il s'agit donc à la 11e position de Touch, Nos étreintes passées de Balthazar Kormákur. C'est une romance dramatique où on suit en fait Christopher, un Islandais de 73 ans qui décide de retrouver son amour de jeunesse qui a disparu du jour au lendemain comme ça sans lui donner plus d'explications. Et donc il l'avait rencontré à Londres, donc il décide de partir à Londres et ça va lui mener sur un long voyage, voilà, en gros c'est ça. Et j'ai trouvé que le film était très touchant, il explore bien les thématiques du passé, de la mémoire, de la langue, puisqu'en fait, ils vont se rencontrer quand ils travaillent dans un restaurant japonais, puisque cette jeune femme dont il était tombé amoureux est japonaise. Donc il va apprendre la langue, il va écrire des poèmes, enfin bref, il y a tout un truc sur la langue qui est assez intéressant et touchant. Et il y a aussi la thématique des secrets. Et c'est un film lent, assez contemplatif et en même temps touchant. Les thématiques sont bien développées. L'histoire d'amour, finalement, c'est pas ce qui compte le plus dans cette histoire-là, même si elle est là, l'histoire d'amour. Et du coup, voilà, ça allait. Mais les histoires d'amour, clairement, c'est pas ma came. Mais là, c'est assez bien fait. Et il y a un sujet aussi qui est abordé, mais que je peux pas t'en parler parce que sinon ça spoil, qui rend aussi le film d'autant plus intéressant, qui donne une dimension plus forte, à mon sens en tout cas, au film qu'une simple histoire d'amour en fait. Et donc c'est vrai que c'est lent à démarrer quand même si on a les beaux paysages d'Islande, etc. C'est long dans le démarrage, mais après on est agréablement surpris. Donc c'était voilà, le dénouement quand même est un petit peu facile. Voilà, c'est pour ça qu'il est en 11e position. Mais ça reste un film intéressant. Je sais pas si tu l'as vu, dis-moi si tu es d'accord avec moi. Je crois qu'il y a eu quand même d'assez bonnes critiques sur ce film, mais moi c'est pas... C'est un bon film, mais il m'a pas transcendé quoi non plus. Voilà. À la 11e place de mon classement, j'ai mis France Fanon, un biopic historique d'Abdenour Zaza. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est un film en noir et blanc où on suit le psychiatre martiniquais Frantz Fanon qui prend ses fonctions en tant que directeur de la section entre guillemets indigène de l'hôpital Blida Joinville en Algérie en 1953. Et en fait, ce film il met vraiment l'accent sur les méthodes novatrices de ce jeune médecin noir. Il tente de convaincre ceux qui travaillent avec lui d'arrêter les pratiques coloniales et racistes. Et j'ai trouvé en fait le jeu de l'acteur principal très théâtral en fait. J'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre et franchement ça faisait un décalage avec les autres personnages qui eux ne jouaient pas du tout de cette manière-là. Et franchement c'était assez bizarre. C'était assez bizarre, j'avoue. Par contre, j'ai trouvé vraiment intéressante l'approche sur le travail médical. C'était presque un documentaire en fait sur les méthodes de Frantz Fanon à l'hôpital Blida Joinville, ce qui est vachement intéressant. Mais la manière dont c'était filmé ne m'a pas plu. Et donc vraiment, je serais curieuse de savoir si vraiment moi j'ai ressenti la même chose que toi, que tu as trouvé vraiment que c'était aussi un jeu théâtral. Je suis vraiment curieuse de savoir ça. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc à partir d'ici, il y a vraiment que des très bons films. Donc à la 9e position, j'ai mis La Voix d'In Rajab, qui est un docu-fiction tunisien. Zut, j'ai pas écrit le nom du réalisateur, c'est pas grave. Je le mettrai à l'écran. On suit un fait réel dont on a parlé un petit peu sur les réseaux. Je sais pas si tu as suivi cette histoire.
mais on suit une fillette palestinienne de 5 ans qui est prise sous les balles en fait de l'armée israélienne alors qu'elle tente de s'enfuir avec sa famille. Et en fait, elle appelle les secours. Et on a gardé en fait les bandes audio de ces appels et on les a mis dans le film. Et à côté de ça, il y a la fiction vraiment avec des acteurs qui, eux, jouent le rôle des gens dans le poste de secours, en fait, qui lui parlent. Et c'est hyper marquant. Franchement, les 10 premières minutes, j'étais vraiment en larmes. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir jusqu'au bout du film? Parce que et puis, beaucoup de gens dans la salle étaient en larmes aussi. Malheureusement, le fait de passer à chaque fois entre les archives de ces appels et le jeu d'acteurs de ceux qui lui répondaient, il y avait une répétition. À chaque fois, ils répétaient la dernière phrase de ce qu'ils avaient dit et tout. Donc, il y avait une certaine répétition. Et ça m'a sorti du film. Vraiment, j'ai pas... Du coup, je me sens un peu insensible. Je me dis, mais j'ai vraiment pas de cœur parce que finalement... à chaque raccord, il y avait donc répétition. Et donc, je me disais, mais non, mais pourquoi je déteste en fait les répétitions. Et du coup, je me dis, mais est-ce que je suis insensible? Non, pas insensible parce que j'étais quand même touchée par ce qui s'est passé. Vraiment, enfin, voilà, je vais pas raconter plus si tu connais pas l'histoire, mais bon, on sait à peu près comment ça va se finir. Et vraiment, j'ai été touchée, mais pas autant que j'aurais pu l'être s'il n'y avait pas eu cette répétition, voilà, voilà. Donc dis-moi si je suis la seule, vraiment, j'ai vraiment envie de savoir si je suis la seule à avoir ressenti ça par rapport à ce film. À la 8e position, j'ai mis Indomptable de Thomas Njijol. C'est un polar dans lequel on suit un commissaire à Yaoundé qui enquête sur le meurtre d'un de ses collègues. J'ai bien aimé la complexité en fait du personnage principal parce que c'est d'un côté un commissaire chevronné, et de l'autre c'est un père voilà, qui a du mal en fait à trouver sa place dans sa famille, à trouver son rôle de père. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du film. On sent que le réalisateur il a vraiment voulu mettre en avant son pays, mais tout en étant lucide sur la situation dans laquelle se trouve son pays. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Après, ça reste un film. Il n'est pas impactant. Il est pas aussi impactant que d'autres films que j'ai vus après. Du coup, c'est pour ça qu'il est en 8e position. Mais franchement, c'est un film dans lequel je me suis sentie bien. Je l'ai trouvé bien fait, juste. Et j'étais agréablement surprise de Thomas Njijol parce que c'est pas forcément un acteur que j'apprécie. Je trouve dans le côté humour et tout. Et là, je l'ai vu autrement et vraiment, je le recommande juste pour ça. Voilà. À la 7e position, j'ai mis La Petite Dernière, qui est un film dramatique germano-français d'Afsia Hersi, sélection du Festival de Cannes. Et on suit une jeune musulmane de 17 ans qui ne sait pas trop comment concilier l'éveil de sa sexualité avec les valeurs inculquées par sa famille et sa foi. Et j'ai trouvé le jeu des 2 actrices principales hyper impactant. Donc il y a celle qui joue, donc la jeune femme de 17 ans qui s'appelle Fatma ou Fatima, je ne sais plus, qui joue vraiment très bien. Et il y a aussi l'actrice principale du film Retour à Séoul, que j'ai vu quelques mois avant de... Non, je dis quelques mois, quelques semaines avant d'aller voir ce film-là, donc c'était assez marrant. La coïncidence, mais voilà, je trouve que les deux jouent très bien. Je ne sais plus le nom des actrices, mais voilà, tu chercheras si ça t'intéresse. Et voilà, les thématiques abordées sont très fortes, la foi, la recherche de son identité, trouver sa place dans sa famille. Est-ce qu'on suit la trace de sa famille ou on creuse son propre chemin quelque part?
Toutes ces réflexions-là étaient hyper intéressantes. Par contre, vraiment les scènes de relations charnelles hyper... Ben déjà, il y en a pas mal. Et en plus, elles sont quand même assez longues. Ça m'a gênée. Ça m'a fortement mise mal à l'aise. Et j'en ai discuté après avec Séverine, voilà, qui m'a donné son explication, que je peux comprendre, parce qu'effectivement, c'est un film qui parle bah, de sexualité, donc forcément, voilà, on peut du coup mettre des scènes, mais du coup, moi j'ai trouvé que c'était trop. Voilà, je pense pas être prude ni rien, mais là vraiment pour moi c'était trop, voilà. Donc ça reste quand même un bon film et du coup je m'interroge parce que c'est quand même l'adaptation d'un livre de Fatima Das, si je dis pas de bêtises. Et du coup j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans le film par rapport au livre, et etc. Du coup j'aimerais bien le lire pour voir. Et, et d'ailleurs j'aimerais bien savoir si toi tu arrives à regarder un film, une adaptation en livre avant d'avoir lu le livre, puisque ça t'arrive, bon, ça m'arrive quand même souvent parce que on peut pas lire tous les livres, mais voilà, n'hésite pas à me dire, ou si tu ne regardes pas du tout le film, parce que si tu n'as pas encore lu le livre, on va y arriver. Bref, 6e position, j'ai mis Deux sœurs de Mike Lee, qui est une comédie dramatique où on suit Pansy, une jeune femme noire d'une 50aine d'années qui est mariée, qui a son fils qui vit avec elle, qui est adulte. Et très vite, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette femme. Elle a un problème mental, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'elle souffre. Hein. On sent qu'il y a une souffrance, mais qui n'est pas soignée, en fait. Et du coup, on est... Je crois que dès le début du film, on est comme ça. On retient son souffle parce que c'est tellement... son rôle est tellement fort, c'est tellement... Tout ce qu'elle ressent, c'est tellement fort qu'on est là, on est tenu en haleine, pardon. Et à la fin, on se dit, quoi, c'est tout, on n'a pas les clés de tout ce qui lui arrive. En fait, c'est pas très bien développé. On a vraiment toute cette colère qu'elle a en elle, qui suit tout au long du film. Il n'y a que sa sœur qui arrive un petit peu à la calmer tout ça. Mais on se dit quoi, enfin, on aura envie voilà, de savoir qu'elle va être aidée, de savoir. Mais on a juste ça. Donc, mais voilà, c'est difficile à expliquer. Mais on reste sur sa fin en fait. On est là, on se dit, mais ça peut pas terminer comme ça en fait. Et je sais pas si tu as déjà ressenti ça en regardant un film, et je me suis dit, quoi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé après, avoir plus de clés, parce que là, on est jeté comme ça dans sa tête, dans son quotidien, et il n'a pas plus de clés en fait. Du coup, mais c'est un film qui a le mérite au moins de parler de santé mentale, encore plus dans la communauté noire, parce qu'on en parle vraiment très rarement. Donc voilà, je trouve que c'était fort de sa part, et c'était vraiment l'actrice principale. Mais elle joue trop bien, trop bien. Et voilà. À la 5e position, j'ai mis Marche ou crève de Francis Lawrence. C'est l'adaptation du roman de Stephen King du même nom. Et dans ce roman donc, de science-fiction, dans ce film, lapsus, j'ai dit que j'allais le faire plusieurs fois. Dans ce film de science-fiction, on suit un groupe de jeunes qui participent à un jeu qui s'appelle la Longue Marche. D'ailleurs, c'est le titre en anglais. Et c'est un jeu qui est retransmis à la télé et qui, comme son nom l'indique, c'est marche ou crève en fait. Hein. Donc voilà, c'est un jeu macabre et c'est un film qui est hyper impactant par sa violence. Ouais, c'est hyper impactant par la violence en fait. Et en même temps, mais il y a quand même une petite douceur, c'est l'amitié entre ces jeunes, l'amitié qui va se créer
entre certains participants de ce jeu. Et c'est ça qui va faire du bien. Donc il y a vraiment un contraste entre cette amitié qui est vraiment touchante et cette violence. Et les images sont choc. Et moi, ce qui m'a manqué dans ce film, c'est vraiment cette contextualisation. Comment on est arrivé à un monde où on regarde mourir ses enfants dans un jeu télévisé, quoi, en fait. Comment notre monde en est arrivé là? Parce que là, c'est un peu une dystopie, ou voilà, de notre monde. Donc, je me dis, comment, j'aurais bien aimé savoir comment on en est arrivé là. Donc, comme c'est extrait d'un livre, je me dis, bah, peut-être qu'en lisant le livre, j'aurais un peu plus de contexte. Selon Jessica, puisque j'en avais parlé dans un de mes Monday Updates, il n'y a pas plus de contextualisation dans le livre. Voilà, n'hésite pas à me dire toi ton avis par rapport à ça, mais du coup voilà, moi c'est ça qui m'a manqué. Mais sinon le film est fort, il est impactant. Voilà. À la 4e position, j'ai mis Fanon de Jean-Claude Barny. C'est un biopic où on suit une partie de la vie du psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Et en fait, il vient d'arriver en Algérie et on le suit un peu jusqu'à sa mort dans ce film-ci. D'ailleurs, c'était c'était très intéressant de voir les différentes approches. L'approche guadeloupéenne, parce que je crois que c'est martiniquais. Je crois qu'il est martiniquais, Jean-Claude Barny. Où là, en fait, c'est vraiment une porte d'entrée sur la pensée de Fanon, ce grand philosophe anticolonial. Alors que le point de vue algérien, pourquoi c'est un réalisateur algérien, il est plutôt sur les bienfaits qu'il a amenés dans l'hôpital, la manière dont il traitait en fait les indigènes, qu'on appelait indigènes à l'époque, entre guillemets, voilà, qu'il les a traités enfin comme des êtres humains en fait, hein, et non pas comme des animaux. Donc voilà, c'était intéressant, voilà, ce parallèle-là. Ceci étant dit, je reviens donc à Fanon de Jean-Claude Barny. J'ai bien aimé là le jeu des acteurs. On voit que Fanon est un personnage complexe. C'était un médecin, un père, un mari, un militant, un grand penseur. Mais il a aussi douté, il a aussi eu des failles. Il n'était peut-être pas aussi présent en tant que père, en tant que mari. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était bien fait le côté où voilà, c'était pas un homme parfait, machin. Ça, c'était bien. Et on voit également le colonialisme de la France, la manière dont elle traitait les personnes qu'elle a colonisées, en fait, d'une certaine manière. Donc ça, c'était... et la manière dont elle a réprimé, en fait, la colère, en fait, des Algériens, de vouloir avoir leur liberté, de vouloir être libre, tout simplement. Donc voilà. J'ai trouvé que le rythme du film était bien maîtrisé. On avait des moments de suspense avec des moments plus touchants. On a eu des beaux plans sur l'Algérie. Enfin, je pense que c'était l'Algérie. Normalement. La seule chose qui m'a manqué peut-être dans ce film, c'est l'aspect culturel. On est quand même en présence d'un grand penseur martiniquais. Et je trouve qu'on n'a pas cette culture de la Martinique. Et je trouve non pas qu'on a non plus beaucoup de culture marocaine dans ce film, puisqu'il est quand même... culture marocaine, n'importe quoi. De culture algérienne dans ce film, puisqu'on est en Algérie, un pays musulman. Bon, il y a quelques rappels à la prière, etc. Mais ça reste... La partie culture, je trouve, a été un peu occultée dans ce film, à mon sens. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu as eu déjà ce ressenti pour un film. Mais voilà. On arrive au podium. Donc en 3e position sur le podium, j'ai mis Black Box Diaries, qui est un documentaire de Shiori Ito.
En fait, la réalisatrice se filme sous forme de vlog et donc elle nous montre son combat pour que justice soit faite suite à son agression sexuelle par un membre influent de la société japonaise. J'ai été très touchée en fait par cette quête de justice que mène cette femme. On la suit dans des moments très intimes. Elle se montre vulnérable et en même temps on voit sa force parce qu'elle lâche rien quoi. Bon, elle a des moments de doute, etc. Mais elle va jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire en tout cas. Et donc c'est très intimiste en fait. C'est très intimiste comme film. Et moi ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé la démarche clairement féministe et politique. Et la seule chose où je me suis interrogée, mais ça c'est vraiment longtemps après, parce que là je fais la, la vidéo quasiment un an après, puisque je l'ai vu je pense en février, en mars 2025 ce film-là. Et je me suis demandé est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté voyeurisme, un petit côté télé-réalité, enfin surtout avec ce qui s'est passé là récemment. Enfin, donc voilà, je me suis interrogée sur ça. Mais en tout cas, ça m'a donné très envie de lire le livre pour savoir en fait qu'est-ce qui a été ajouté, tout en sachant que la réalisatrice c'est l'autrice de ce livre, donc voilà, ça doit être quand même assez fidèle je pense. Mais voilà, je m'interroge par rapport au livre. À la deuxième marche du podium, donc avec Mukonga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux. Alors j'en ai déjà parlé de ce film dans une précédente séance popcorn, mais je vais quand même t'en parler brièvement ici. C'est un biopic où on suit un médecin, le docteur Denis Mukwege, qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Et en fait, on le suit au moment où il rencontre le chirurgien Guy Cadière lors d'une remise de prix ou d'une conférence, je ne sais plus trop. Et en fait, ce film est inspiré du livre qu'ils ont écrit à quatre mains, en fait, ces deux médecins. Et c'est un film hyper impactant, surtout la scène d'ouverture du film, elle est choc, vraiment. Je sais pas si tu l'as vu, mais voilà, on ne peut pas oublier cette scène-là. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs comment c'est fait, mais voilà, je ne vais pas spoiler plus. Mais les thématiques sont très fortes, c'est la violence, l'amitié, la religion. La violence dans ce film, elle est pas directement à l'écran, heureusement ce serait insoutenable. Elle est hors champ, mais on la devine parce qu'on a le début et après hop, ils le mettent hors champ. Et ça reste quand même violent, voilà, on la ressent quand même la violence. Le seul bémol pour moi de ce film, c'est peut-être que finalement, dans ce film, on met en avant deux hommes. Bon, alors deux hommes qui font quelque chose pour les femmes, hein, je ne dis pas le contraire et tout. Mais du coup, le témoignage des femmes est un petit peu en second plan. Elles passent en second plan, alors que c'est elles quand même qui sont les victimes de ce qui se passe en fait, les victimes de cette exploitation de l'Occident en Afrique pour récupérer du cobalt pour les téléphones. Et elles sont quand même au second plan. Voilà. Mais enfin, c'est clairement un film social et politique parce qu'il met en avant la violence que subissent ces femmes dont personne ne parle hein, dans les médias, etc. Et voilà, il fallait que ce soit un film impactant, violent pour que ça nous touche et que ça nous marque, nous occidentaux. Je m'inclus dedans. Et voilà, il continue à me faire réfléchir, à me toucher ce film. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo où je m'y consacre totalement. Mais voilà, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres films, toi, qui t'ont marqué et qui t'ont fait réfléchir en fait longtemps après le visionnage. Parce que moi, c'est clairement le cas pour ce film-là. Voilà, et là, on arrive à la première match du podium, ouais. And the winner is Zion. Donc, c'est un film d'action de Nelson Foy. Et dans ce film, on suit un jeune d'une vingtaine d'années
qui vit un peu de petites combines, enfin voilà, ils font de la drogue. Euh, voilà, il est un peu dans le dénuement, voilà, mais il arrive à s'en sortir un peu en vendant un peu de la drogue. Et un jour, il y a un caïd du quartier qui vient lui proposer une livraison, voilà, facile. Il lui dit si tu as cette livraison, bah tu auras cette moto-là, enfin bref, et lui il est tout content, etc. Et bah, c'est là que bien sûr vont commencer les ennuis, donc c'est un peu un thriller. Moi j'ai adoré ce film, j'ai tout aimé dans ce film, vraiment. Je trouve que déjà, premier plan, si on regarde comme ça, c'est un bon film d'action, avec un bon rythme, avec de l'humour, avec des moments touchants. Donc ça, c'est premier plan, si on regarde pas tout le reste. Deuxième plan, c'est un film qui est politique, puisqu'il met en avant la situation de la Guadeloupe, avec la mauvaise gérance, en fait, j'ai envie de dire, de la France, qui en fait prend les ressources de la Guadeloupe, mais n'aide pas les Guadeloupéens. Et, euh, et ça, c'est touchant. J'aime que le film mette en valeur la culture antillaise avec le créole. Donc le film est sous-titré avec à un moment le Gros-Ca, donc qui est une musique traditionnelle de la Guadeloupe. À un moment, on a le carnaval. Euh, et en fait, toutes les situations sociales difficiles de Guadeloupe, donc les coupures d'eau, la pauvreté, etc., la drogue aussi, qui est en fait en Guadeloupe. Donc, franchement, j'ai tout aimé. Et la bande son de ce film est juste magnifique. Non, j'ai tout aimé dans ce film. Vraiment, vraiment, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Les acteurs, j'ai pas parlé des acteurs, mais les acteurs sont excellents. Vraiment, on est dans le film, quoi. On s'y croit. Et on sent que c'est des acteurs qui sont pas chevronnés, mais justement, c'est ça qui fait la force de ce film. Que ce soit des acteurs un peu méconnus, enfin pris sur le volet comme ça, et quelque part ils vivent ce qu'ils jouent en fait. Et vraiment, ce film est génial, vraiment génial, génial, génial. Donc voilà, si tu es arrivé jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre l'emoji tambour. Si tu es cinéphile comme moi et que tu regardes de temps en temps des films et que tu apprécies ce genre de vidéos, de petits bilans, n'hésite pas aussi à mettre l'emoji film. Voilà. Et en tout cas, merci pour les j'aime, merci pour les commentaires. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.